Le cerveau se lave littéralement lui-même, et ce, principalement pendant le sommeil. À l'intérieur du tissu, entre les cellules, se trouve un réseau de microcanaux formés par les prolongements des astrocytes, des cellules gliales nourricières. Leurs membranes sont traversées par l'aquaporine 4, une protéine agissant comme une porte pour l'eau. Le long de ces voies, le liquide céphalorachidien est aspiré au cœur du cerveau le long des artères, se mélange au liquide extracellulaire et emporte les produits du métabolisme, des déchets moléculaires aux protéines comme le bêta-amyloïde, vers l'extérieur, le long des veines et vers les collecteurs lymphatiques des méninges. Ce flux lymphatique s'active plus nettement durant la phase de sommeil lent profond. Les neurones semblent momentanément se recroqueviller, l'espace extracellulaire s'élargit d'environ plusieurs dizaines de pourcents, facilitant ainsi le nettoyage du tissu. Les pulsations des vaisseaux, les micro-mouvements respiratoires et les oscillations basse fréquence du cortex, qui ressemblent à une marée rythmée la nuit, servent de pompe. Avec l'âge, l'efficacité de ce nettoyage diminue et le manque chronique de sommeil est statistiquement lié à l'accumulation de protéines toxiques, d'où l'intérêt pour l'hygiène du sommeil, non seulement comme un conseil pratique, mais aussi comme un facteur de santé cérébrale à long terme. Il est également important de noter que le cerveau ne possède pas de système lymphatique classique à l'intérieur du parenchyme. Son rôle est assuré par la glie et les méninges où des vaisseaux lymphatiques ont été découverts. Il s'agit donc d'une plomberie physique et non d'une métaphore poétique. De la position du corps au rythme de la respiration, tout influence la vitesse de ce nettoyage. La nuit, l'ordinateur central effectue une purge du cache, un service invisible qui se déroule sans aucune fluctuation de la conscience, mais avec un effet mesurable sur la clarté de la pensée le lendemain. Deuxième fait. Le souvenir n'est pas une cassette sur une étagère, mais un fichier qui est réécrit à chaque ouverture. Dès qu'un épisode du passé refait surface dans la conscience, la trace mémorielle devient temporairement plastique. Des processus de reconsolidation s'activent et dans cette courte fenêtre, de nouveaux détails peuvent y être inscrits ou d'anciennes marques émotionnelles atténuées. C'est pourquoi les témoignages sont si vulnérables aux formulations suggestives, et les techniques thérapeutiques travaillant sur les souvenirs traumatiques tentent de les évoquer puis de les reconditionner en toute sécurité et de les fixer à nouveau. Biologiquement, ce n'est pas de la magie, mais une fine coordination de l'hippocampe, de l'amygdale et du cortex. Une partie des contacts synaptiques retire pour ainsi dire le verrou, les molécules protéiques stabilisatrices des marques mémorielles sont à nouveau synthétisées, et l'enregistrement est fixé sous une forme légèrement modifiée. Les émotions sont de puissants éditeurs. Les neuromodulateurs comme la noradrénaline amplifient la gravure des événements significatifs. C'est pourquoi les bloqueurs de récepteurs adrénergiques dans les expériences ont affaibli la coloration affective de certains souvenirs. De là naît aussi le mythe de la mémoire photographique. Le cerveau adulte n'a presque pas d'instantané stable et immuable. Il y a une couture de brouillon qui, à chaque fois, ramène le contexte. Odeur, intonation, attente. Paradoxal est le résultat. La plasticité, qui rend la mémoire peu fiable, permet en même temps d'apprendre, de repenser l'expérience et de sortir de la prison des images envahissantes. Le prix de la flexibilité, ce sont des modifications inévitables, parfois imperceptibles, mais toujours réelles. Troisième fait. Le cerveau fonctionne avec un micro-délai. Des dizaines de millisecondes sont nécessaires pour que la lumière d'une lampe atteigne la rétine, que les signaux parcourent le tractus optique et que le cortex construise une image cohérente. Pourtant, nous ne ressentons pas ce retard, car le cerveau n'attend pas, il prédit. Il envoie constamment des brouillons du futur, des niveaux supérieurs du cortex vers le bas, comparant les attentes aux données sensorielles entrantes et minimisant l'erreur de prédiction. Cette architecture est connue sous le nom de codage prédictif. Lorsque nous effectuons des mouvements oculaires saccadés, plusieurs de ces secousses se produisent chaque seconde, le système visuel atténue temporairement la sensibilité, suppression saccadique. Et en parallèle, une copie de la commande motrice, Coordinatory Discharge, avertit les zones visuelles du déplacement imminent de la scène. Le résultat est une image stable au lieu d'une image avec des bandes floues. Dans une autre astuce, le cerveau assemble des événements tombant dans une courte fenêtre de liaison d'environ 100 millisecondes. Le son et l'image commencent à sembler simultanés, bien qu'ils soient arrivés à des moments différents. C'est pourquoi un magicien, en claquant des doigts, décale facilement notre perception du moment.
Des illusions comme le flash lag montrent que le système ne fait pas que rattraper la réalité, mais extrapole à l'avance les trajectoires des objets en mouvement, sinon nous manquerions constamment le ballon en l'attrapant. Même les attentes sémantiques agissent comme un navigateur. Le cerveau complète des phrases bruitées, dessine les fins de mots et anticipe la note suivante dans une mélodie. Cette avance constante procure de la vitesse, mais se traduit parfois par des fantômes. Nous entendons ce qui ne s'est pas produit, voyons un monde stable là où les capteurs tremblent et prenons une substitution soignée pour une perception pure. La conclusion est prosaïque et surprenante. Le moment présent est une version méticuleusement montée du passé récent, ajustée à la prédiction du futur proche. Le quatrième fait établit que la moitié de la puissance cachée du cerveau n'est pas constituée de neurones, mais de leur ombre, de cellules gliales, longtemps considérées comme un simple soutien passif. Les estimations actuelles indiquent que le cerveau humain compte environ 86 milliards de neurones et un nombre comparable de cellules gliales, et ces cellules gliales accomplissent des tâches sans lesquelles la pensée s'effondrerait. Les astrocytes, par leurs fines extensions, enveloppent les synapses, formant un contact tripartite, présynapse, postsynapse et l'astrocyte. Leurs ondes calciques et la libération de molécules médiatrices, de l'ATP à la D-sérine, régulent la transmission du signal, tel un ingénieur du son invisible qui ajuste le volume. Lorsque le réseau fonctionne de manière erratique, les astrocytes fournissent du carburant aux neurones. Ils transforment le glucose en lactate et, lors des pics d'activité, nourrissent les synapses avec celui-ci. Le lactate sert alors aussi d'indicateur, déclenchant des cascades de plasticité, cimentant ainsi les traces mnésiques. La microglie, la force spéciale immunitaire et sculpteur des connexions, élimine les synapses excédentaires pendant le développement et l'apprentissage selon des étiquettes moléculaires du complément, faisant place au circuit désiré. En cas d'inflammation chronique, ce même mécanisme peut défaillir et nuire à la sélectivité. Les oligodendrocytes, en créant l'isolation de myéline, contrôlent non seulement la vitesse, mais aussi la synchronisation. Les voies actives reçoivent un enroulement supplémentaire et les impulsions arrivent juste à temps pour former une phase chorale, la base de rythmes clairs et d'un timing précis, par exemple dans le cortex auditif et l'hippocampe. Le mythe des neurones solistes s'effondre. Sans la glie, l'énergie ne fonctionne pas, la sensibilité ne s'ajuste pas et les erreurs de câblage ne sont pas corrigées. Même notre service cérébral nocturne, de l'équilibre ionique au nettoyage de l'espace extracellulaire, est largement dirigé par la glie, qui est passée d'un rôle d'arrière-plan à celui de l'un des principaux protagonistes de la scène neurologique. Cinquième fait. Le cerveau est l'asset le plus prodigue de l'organisme. Il pèse environ 2% de la masse corporelle, mais au repos, il consomme, selon les estimations, un cinquième de toute l'énergie et fonctionne à la puissance d'une lampe de bureau, environ 20 watts. Et pourtant, il économise chaque étincelle. La principale dépense n'est pas l'effort de penser, mais le maintien d'une préparation électrique ininterrompue. Les pompes dans les membranes déplacent les ions sodium et potassium pour maintenir la possibilité d'un influx à la limite de la tension. Des milliards de synapses maintiennent les gradients, capturent les molécules messagères et éliminent le bruit. L'activité utile, lorsque vous résolvez un problème, n'est qu'un ajout au fond déjà énorme. D'où le phénomène du réseau en mode par défaut, Default Mode. Même allongé les yeux fermés, le cerveau dépense une part colossale d'énergie dans des simulations internes. Tester des scénarios, prédire des scènes sociales, répéter des circuits neuronaux. La cuisine métabolique est finement organisée. Les neurones préfèrent le glucose, mais lors de pics d'activité, les astrocytes le transforment en lactate et le fournissent comme glucide rapide directement aux synapses. En cas de jeûne, le cerveau passe partiellement au corps cétonique, ce qui le sauve mais n'annule pas le besoin de glucose. L'énergie dicte l'architecture. Le codage est souvent épars, seule une petite fraction de neurones est active simultanément. Les interneurones inhibiteurs maintiennent le réseau sous contrôle afin que les impulsions inutiles ne brûlent pas le carburant en vain. Et les gaines de myéline accélèrent la livraison des signaux sans coût supplémentaire pour chaque milliseconde. Même les rythmes alpha, θ, gamma peuvent être lus comme le graphique d'un compteur. Par phase, ils ouvrent et ferment des fenêtres d'excitabilité, établissant des priorités sur qui recevoir du courant à l'instant T.
La morale paradoxale est simple et stricte, nous voyons, nous nous souvenons et nous imaginons, non pas tant parce que nous avons beaucoup d'énergie, mais parce que le cerveau a appris à la dépenser avec une parcimonie de joyer, se permettant le luxe de la pensée sans dépasser la limite de la batterie. Le sixième fait. La légende du neurone de grand-mère se moquait de la simplicité. Il existerait une seule cellule répondant uniquement au visage de la propre grand-mère. La réalité s'est avérée plus subtile et intéressante. Dans les cliniques où des électrodes très fines sont temporairement implantées dans le lobe temporal médian chez des personnes atteintes d'épilepsie, on observe une sélectivité étonnante chez certains neurones. Ils s'activent de manière stable, à l'image d'une personne ou d'un lieu spécifique. Un acteur, un bâtiment familier, même un personnage fictif. Et restent silencieux face à des dizaines d'autres images. De plus, la réaction de certaines cellules persiste lorsque l'angle, la taille, le style de l'image changent, et même lorsqu'on présente le nom par écrit ou qu'on le prononce à voix haute. Ces neurones conceptuels ne sont pas des icônes isolées, mais des nœuds dans un codage très épars. Une entité est représentée par un ensemble de neurones, et un neurone peut faire partie de plusieurs ensembles, reliant des histoires et des contextes. C'est précisément grâce à cette dispersion que la mémoire épisodique peut rapidement associer un nouvel événement à des concepts existants. On rencontre un acteur dans un lieu inhabituel, et les ensembles acteurs et café près du parc s'activent ensemble, gravant un nouvel épisode. Un détail important, ces cellules sont découvertes dans des structures où opère la connexion des épisodes, l'hippocampe et les régions adjacentes. Dans les zones sensorielles primaires, on trouve rarement des réponses aussi significatives. Le mythe s'effondre dans les deux sens. Il n'existe pas un unique neurone magique par personne ou objet, mais il existe des détecteurs de haut niveau, dont l'activité est liée non pas aux pixels, mais au concept, à l'expérience, à l'histoire. Cela explique à la fois le phénomène de la reconnaissance soudaine à partir d'un trait vague, et pourquoi, en se souvenant d'un ami, nous reconstituons involontairement sa voix, son odeur et sa blague préférée. Ce n'est pas une photographie qui s'allume dans la mémoire, mais un réseau où le sens prime sur la forme. Septième fait. Pendant longtemps, on a cru que les nerfs ne se régénéraient pas, et que le cerveau adulte était comme du béton figé. Pourtant, dans l'une de ces zones importantes, la circonvolution dentée de l'hippocampe, il semble continuer à semer silencieusement de nouvelles cellules, même après la maturité. Leur source provient de précurseurs semblables à des cellules souches dans la zone sous-granulaire. Ils se divisent, donnent naissance à des neuroblastes, ceux-ci étendent leurs dendrites sur des semaines, apprennent à écouter les rythmes θ et gamma et établissent des contacts axionaux avec le champ CA3. Initialement, ces nouveaux venus sont extraordinairement plastiques. Leur seuil d'excitation est plus bas et leurs fenêtres d'apprentissage sont plus larges, comme si le cerveau leur dispensait un cours accéléré d'intégration. Le sens fonctionnel est lié à la distinction du similaire. Lorsque deux épisodes sont presque indiscernables, comme le parking d'hier et d'aujourd'hui, ou deux odeurs de café, ce sont ces jeunes neurones qui aident à différencier les traces, les empêchant de se mélanger. Dans des expériences sur des animaux, la course, un environnement enrichi et même le rythme pulsatile de nouvelles impressions augmentent la neurogénèse. Le stress chronique et l'excès de cortisol la suppriment. Les antidépresseurs, dans certains protocoles, ont au contraire favorisé la croissance et la survie des nouvelles cellules, ce qui a été lié à un effet clinique retardé. Chez l'homme, le tableau est plus complexe et sujet à débat. Les études post-mortem donnent des résultats divergents, allant de « la neurogénèse s'estompe avec la maturité » à « elle persiste même dans la vieillesse, bien que modestement ». Il faut donc être prudent avec les chiffres. On trouve des estimations de centaines de cellules par jour pour l'hippocampe, mais ce sont des ordres de grandeur, pas des mesures précises. Dans le bulbe olfactif, où chez les rongeurs le renouvellement est vigoureux, chez l'homme, le phénomène est beaucoup plus discret. Et pourtant, même là où les nouveaux neurones sont rares, le cerveau n'est pas désespéré. Les épines dendritiques migrent, les synapses rééquilibrent leur poids, les enveloppes de myéline mûrissent. Le secret ne réside pas dans la croissance miraculeuse de la mémoire, mais dans un jardinage silencieux. Les tissus savent renouveler leurs outils pour que le réseau ne perde pas sa capacité à distinguer hier d'aujourd'hui. Fait numéro 8.
Lorsque les chirurgiens, au nom du traitement de l'épilepsie sévère, sectionnent le corps calleux, le principal pont entre les hémisphères, le monde du patient ne s'effondre pas, mais une qualité étonnante émerge. L'hémisphère gauche, où réside le centre de la parole chez la plupart des droitiers, devient un narrateur qui ne supporte pas les blancs. Dans des expériences classiques, les stimuli étaient présentés séparément, tantôt au champ visuel droit, traité par l'hémisphère gauche, tantôt au gauche, l'hémisphère droit. Si le mot « sourire » clignote à gauche, la bouche reste silencieuse, l'hémisphère gauche voit pour parler. Mais la main droite tente à choisir l'image d'un sourire, et la gauche, contrôlée par l'hémisphère droit, pointe avec assurance l'objet désiré. Demandez à voix haute « Pourquoi l'avez-vous choisi ?» et l'hémisphère gauche fournit une raison instantanée, plausible mais inventée. « Juste de bonne humeur, j'ai aimé la couleur. » Cet interprète assemble des données partielles en une histoire cohérente pour ne pas vivre dans les interstices entre les flux. Dans la vie quotidienne, le pont est intact, mais le mécanisme demeure. Nous expliquons souvent nos propres décisions a posteriori, sans réaliser le travail caché des systèmes automatiques de perception et de motivation. Des faits issus d'expériences connexes ajoutent du piquant. Dans des tâches avec des indices hors de la conscience, les gens choisissaient correctement des options, inventant des explications décentes. Et dans des études du moment de l'intention, l'activité cérébrale précédait parfois le rapport « j'ai décidé » de plusieurs centaines de millisecondes. Une découverte importante mais interprétée de manière discutable. En réalité, il ne s'agit pas d'une annulation de la volonté, ni d'une personnalité partagée, mais d'une démonstration de l'architecture. De nombreux modules spécialisés résolvent leurs tâches privées, et le système de la parole ajoute un sous-titre cohérent. Le but de ce sous-titre n'est pas la vérité à tout prix, mais la continuité du moi, afin que, jour et nuit, par le regard et le geste, par la main droite et la gauche, nous restions un seul personnage, qui a des raisons, même s'il les invente parfois. 9e fait. La douleur n'est pas un télégramme direct d'un tissu blessé à la conscience, mais une décision que le cerveau prend en comparant les signaux entrants aux attentes, au contexte et au coût de l'erreur. À la réception même de la moelle épinière fonctionne la théorie de la porte. Les interneurones inhibiteurs des cornes postérieures soit bloquent le flux des influx nociceptifs, soit le laissent passer plus largement. D'en haut, ce contrôle descendant du tronc cérébral appuie sur ces portes. La substance grise autour de l'aqueduc et la partie ventromédiane rostrale du bulbe rachidien activent les circuits opioïdes endogènes. D'où le phénomène de l'analgésie par placebo. Lorsqu'une personne attend un soulagement, le même système descendant est activé et la douleur réelle diminue. L'administration de naloxone, un antagoniste des opioïdes, atténue partiellement cet effet, indiquant directement la participation des endorphines. L'envers de la médaille est le nocebo. L'attente anxieuse amplifie la réponse à la douleur et rend le cerveau plus méticuleux vis-à-vis des signaux de menace. Même la méthode d'administration du médicament est importante. Une injection ouverte, où le patient voit l'aiguille et entend les paroles du médecin, est nettement plus efficace qu'une injection cachée de la même dose. La carte corporelle dans le cortex n'est pas non plus passive. Après une amputation, certaines personnes conservent des douleurs fantômes. Le schéma du membre est toujours vivant et envoie des signaux d'alarme. La thérapie par miroir, en trompant les attentes visuelles, interrompt souvent la boucle pathologique. Dans des expériences moins radicales, l'illusion de la main en caoutchouc modifie rapidement le sentiment de possession. Le corps réagit à la menace d'une main en caoutchouc par une réponse galvanique cutanée. Et les seuils de douleur dans la main appropriés peuvent être légèrement déplacés. En pratique, cela signifie que l'attention, les croyances, les signaux sociaux et même le regard sur son propre corps sont des leviers de régulation à part entière. Le cerveau nous protège des dommages excessifs, mais ce n'est pas toujours un ingénieur parfait. Parfois, le réglage de protection devient trop fort. Et l'un des mystères est de savoir à quel point la parole, le rituel et le contexte peuvent réajuster le volume de la douleur de manière aussi matérielle qu'une pilule. 10e fait. Les neurotransmetteurs ne sont pas des émotions en bouteille, mais un système de réglage global qui commute les modes de fonctionnement du réseau. La dopamine, contrairement à la réplique populaire sur l'hormone du plaisir, dans les voies clés, code plutôt l'erreur de prédiction de récompense. Un succès inattendu provoque un bref pic. Avec le temps, le pic se décale vers un signal annonciateur. Et l'absence du prix attendu est un échec d'activité. Sur ces mathématiques vivent les machines à sous à récompense variable et de nombreux systèmes de gratification numérique.
Les gemmes imprévisibles et les drops rares entraînent le cerveau de manière fiable à attendre la prochaine opportunité. L'acétylcholine du prosencéphale basal augmente la précision de l'entrée sensorielle. Lorsqu'une tâche exige une attention au détail ou que le contexte change de manière prévisible, le tonus cholinergique renforce l'influence des données et réduit l'imposition de suppositions internes. Le monde visuel devient littéralement plus net. La noradrénaline du locus coeruleus réorganise les réseaux de manière avalancheuse lors des surprises. Les brèves poussées élargissent la recherche, aident à passer d'une stratégie habituelle à l'exploration de nouvelles options. Le diamètre de la pupille, d'ailleurs, suit souvent cette préparation au changement. La sérotonine, selon plusieurs modèles, définit de longs horizons et la sensibilité au coût des erreurs. Elle influence la patience, la suppression des réactions impulsives et l'équilibre punition-récompense, bien que les rôles spécifiques dépendent des circuits et restent un sujet de débat. Ensemble, ces systèmes n'allument pas la joie ou n'éteignent pas la tristesse, mais reconfigurent les poids dans le calcul. Ce qui est considéré comme significatif, combien faire confiance au capteur, s'engager dans le risque ou dans la routine. Un exemple simple. En apprenant un nouveau tour de vélo, la dopamine apprend de la différence attendue-reçue. L'acétylcholine aiguise la sensation du guidon et de la route, la noradrénaline monte en flash lors d'une bosse inattendue, passant en mode exploration. Et la sérotonine aide à ne pas abandonner après quelques échecs. Le secret est que la chimie de l'humeur est un langage de priorité, pas des étiquettes d'émotion.